Alors, merci beaucoup, Ruthi. Merci Audrey. Donc je suis vraiment ravie, d'une part de faire cette conférence, cette première conférence dans le cadre, de la semaine du cerveau, 2021 sur, le cerveau et les apprentissages et je suis également ravie, d'être la marraine de pédagogie parce que, c'est très important pour moi de pouvoir partager, vraiment, mon intérêt, d'une part pour la recherche en neurosciences, mais aussi pour la prise en charge de troubles du neurodéveloppement avec une entreprise comme Pédagogie qui partage les mêmes valeurs que moi, que ce soit des valeurs humaines ou vraiment des valeurs scientifiques et de pouvoir du coup essayer d'appliquer toutes nos recherches aussi dans le domaine de la clinique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'apprentissage et du rôle du cerveau dans les apprentissages, en particulier de l'apprentissage dès la naissance et même avant la naissance, on va le voir. On va aussi discuter du fait qu'on peut apprendre dans tous les domaines et de différentes façons, qu'on peut apprendre tout au long de la vie et que malheureusement parfois on a des troubles des apprentissages. Donc comme moi je suis très impliquée en clinique, et pédagogie aussi, on dira un mot des situations dans lesquelles on a des difficultés pour apprendre. Donc on sait maintenant qu'on peut apprendre in utero déjà, que le bébé commence à apprendre avant même la naissance. Et vous voyez là un bébé dans l'utérus avec l'activité cérébrale qui est enregistrée. Donc, on sait qu'il y a une forme de mémoire in utero, donc de manière plus spécifique, à 1 mois de grossesse, on commence à voir émerger les premiers neurones et on sait qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir 3000 neurones créés par seconde. Donc, on dit que c'est une véritable usine à fabriquer des neurones. À l'âge de 2 mois, on va avoir la différenciation entre 2 hémisphères, un hémisphère gauche, un hémisphère droit. À partir de 18 semaines, le bébé commence à reconnaître la voix de sa mère. Donc, c'est la première reconnaissance. Qui dit reconnaissance dit mémoire, puisque pour reconnaître, il faut avoir stocké une trace et comparer ce qu'on entend à cette trace. À partir de 6 mois de grossesse, le bébé est capable de reconnaître des syllabes qui sont prononcées par la mère, et donc il y a une vraie reconnaissance du langage, et c'est vraiment le début de l'apprentissage de la langue maternelle qui servira ensuite à apprendre à parler, et donc ça constitue véritablement les premiers souvenirs, et on sait que si on fait écouter une musique, par exemple, à 34 semaines, on a une forme de mémoire à court terme déjà, in utero, et si on fait écouter une musique spécifique à 38 semaines, on a une ébauche de mémoire à moyen terme, voire à long terme, puisqu'on s'est rendu compte qu'un bébé qui écoutait une musique spécifique in utero à 38 semaines était capable de la reconnaître après la naissance. Donc on pourrait se demander comment ont été faites ces expériences, puisque évidemment le bébé n'a pas les moyens de répondre que oui, il se souvient, mais simplement parce qu'on enregistre des modifications comportementales et on sait que le rythme cardiaque, par exemple, ou le comportement, l'agitation, les pleurs, vont se modifier si on fait écouter une musique que le bébé a écoutée in utero. Donc, par exemple, on sait qu'après la naissance, pendant les semaines qui suivent la naissance et même à plusieurs mois de vie, le bébé peut arrêter de pleurer ou se calmer si on lui fait écouter une musique qui a été entendue, présentée in utero à la fin de la grossesse. Donc, on est certain maintenant qu'il y a une forme de mémorisation in utero. Donc, pour apprendre dès la naissance, il va falloir développer ce qu'on appelle la connectivité cérébrale, c'est-à-dire les connexions entre les différentes régions. Donc, on sait que les tout petits, les bébés, ont 2 fois plus de synapses qu'à l'âge adulte. Et en fait, on va avoir un phénomène d'élagage, c'est-à-dire qu'on va éliminer toutes les connexions qui sont surnuméraires et qui ne sont pas utiles, qui ne vont pas être nécessaires aux tâches qu'on va devoir réaliser. On sait que toutes les régions cérébrales ne vont pas maturer en même temps, donc il y a un rythme différent de maturation. On commence par avoir une maturation de ce qu'on appelle le tronc cérébral, qui est vraiment la partie la plus ancienne, qui gère les réflexes vitaux, la respiration par exemple. On va avoir ensuite une maturation du système limbique qui gère les émotions, et donc en particulier la joie, la peur, la colère, mais aussi la soif, la faim,
la mémoire et la motivation. Donc, c'est pour ça que ces fonctions vont se mettre en place avant les autres fonctions qui sont beaucoup plus élaborées, comme la perception, la reconnaissance, le raisonnement, qui maturera jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, on sait qu'on a un gradient. Ce sont les aires à l'arrière du cerveau qui vont commencer à maturer. Et puis ensuite, on va aller de plus en plus vers l'avant du cerveau. Et le lobe frontal finit sa maturation à l'âge adulte. Et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité est à 18 ans, parce qu'elle correspond à la maturation de ce lobe frontal qui nous permet d'être parfaitement adaptés en société et de pouvoir agir vraiment en fonction des règles sociales et de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre en danger les autres. Pour que le cerveau se développe correctement, il faut qu'il y ait des stimulations et des interactions qui soient adaptées. Donc, on parle de stimulation efficace, ce qui veut dire suffisamment de stimulation, suffisamment diverses, donc riches, mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une forme d'invariance, de stabilité dans le monde pour que le bébé puisse se repérer, apprendre et extraire finalement des invariants, des règles. Et donc, on va apprendre dans tous les domaines. On ne va pas simplement apprendre un jour à lire, à compter, à faire des choses compliquées. On va aussi apprendre à percevoir, à agir, à interagir, etc. Alors ensuite, j'aimerais vous dire un mot du fait qu'on peut apprendre dans tous les domaines. Et avant ça, je vais insister sur la différence entre les acquisitions et les apprentissages. Parce que souvent, ces deux mots sont synonymes et pourtant, ils ne recouvrent pas du tout la même chose. Les acquisitions, c'est ce que l'enfant va pouvoir apprendre, acquérir, sans adultes spécialistes apprenants. Donc, je vais vous donner des exemples après. Je peux déjà vous en donner un. Un bébé n'apprend pas à parler en allant 45 minutes par semaine chez une orthophoniste. Il apprend à parler grâce aux stimulations du milieu qui vont permettre le développement des régions cérébrales qui sont déjà effectives, qui vont permettre le développement du langage et qui ne maturent bien après la naissance, qui ne se développent bien que si l'environnement sonore du bébé est adéquat. Donc, les acquisitions se font grâce à la richesse du milieu et à l'adaptation du milieu, alors que les apprentissages sont délivrés par un adulte spécialiste. Alors, vous voyez, parmi les acquisitions, on a évidemment toute la perception, voir, entendre, toucher, voilà, toutes les perceptions, lier les modalités sensorielles entre elles, attraper, parler, imiter, se déplacer, ramper, marcher, imiter, pointer, faire attention, acquérir ce qu'on appelle la permanence de l'objet, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, même si le bébé ne voit pas sa maman, il sait qu'elle existe et qu'elle va revenir et qu'il va la revoir et il peut penser à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas physiquement là. Et puis, bien sûr, la conservation des quantités, tous ces processus qu'on va acquérir. Donc ça, là, on est dans le domaine des acquisitions, c'est-à-dire que c'est la qualité du milieu des stimulations qui va permettre au bébé d'acquérir toutes ces fonctions. Et vous voyez, en orange, je vous ai listé toutes les acquisitions qui font intervenir la vision. Pourquoi? Parce que, évidemment, moi, ma spécialité, c'est aussi la compréhension du rôle du cerveau dans la vision et de ces troubles qu'on appelle neurovisuels. Et j'en ai profité simplement pour attirer votre attention sur l'importance de la vision dès la naissance pour toutes ces acquisitions. Alors évidemment, dès que le bébé va aller dans un environnement, à la crèche ou à l'école, il va aussi faire des apprentissages. Et donc, ces apprentissages, ils sont délivrés par un adulte apprenant. Et donc, on va éduquer l'enfant de manière active pour qu'il acquiert la notion d'interaction sociale et qu'il soit capable d'avoir de bonnes interactions, pour qu'il apprenne à utiliser des objets précis. On va lui apprendre à utiliser par exemple un crayon, on va travailler le prégraphisme, on va lui apprendre à lire, lui apprendre à écrire, lui apprendre à dénombrer, et puis plus tard à compter, etc. Et donc là, on est dans le domaine des apprentissages, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque là, on a un adulte apprenant, on a une structure, un environnement dans lequel l'enfant va apprendre de nouvelles choses. Et c'est différent des acquisitions, mais ce qui est intéressant, c'est que les apprentissages
vont se greffer sur les acquisitions. Donc, on a d'abord les acquisitions permises par le milieu, puis ces acquisitions vont permettre les apprentissages. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces fonctions, acquisition et apprentissage, sont sous la dépendance d'un grand nombre de facteurs. Donc, pour acquérir la marche, la reconnaissance qu'on appelle les gnosies, les gestes qu'on appelle les praxies, le langage, pour acquérir tout ça, il faut un certain nombre de prérequis, de socles, on va dire, neurobiologiques. Donc, il faut que le cerveau ait maturé correctement, qu'il se soit développé correctement, et il faut que toutes les fonctions de base, la perception, la motricité, etc., soient fonctionnelles. Donc ça, c'est pour les facteurs neurobiologiques. Mais évidemment, on a aussi des facteurs psychologiques. Parce que pour qu'un enfant puisse acquérir la marche, la reconnaissance, etc., il faut qu'il soit dans un état émotionnel de bonne qualité pour qu'il puisse être disponible intellectuellement et que la relation soit de bonne qualité avec les adultes autour de lui. Parce que si cette relation est défaillante, à ce moment-là, les stimulations qui vont être apportées ne vont pas être adaptées au bébé et il va avoir du mal à faire ses acquisitions, ce qui pourrait être ensuite un problème pour les apprentissages. Évidemment, il y a les facteurs cognitifs, donc neuropsychologiques, donc il faut que l'attention soit de bonne qualité, il faut que le raisonnement, les fonctions exécutives, la mémoire, tout ça fonctionne parfaitement bien. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi que les facteurs culturels soient en adéquation avec les stimulations du milieu et les stimulations qui surviendront au moment des apprentissages. Et donc, vous savez que, par exemple, l'éducation est différente en fonction de la culture, du pays. On sait qu'il peut y avoir des effets du niveau socioculturel. On sait que les méthodes peuvent avoir un effet sur les apprentissages. On sait que le type d'école peut avoir un effet, le type d'enseignement. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que tous ces facteurs, en même temps, vont influencer et les acquisitions et les apprentissages. Et donc, on en reparlera à la fin. Mais quand un enfant a des troubles des apprentissages, forcément, on va devoir s'interroger sur l'ensemble de ces facteurs et le rôle de chacun de ces facteurs sur la présence et la nature de ces troubles. Alors, pardon, je suis allée un peu vite. Donc, on va maintenant s'interroger sur le fait qu'on peut apprendre dans tous les domaines et de différentes façons. Et donc là, je vais essayer de vous montrer avec une petite expérience qu'on peut apprendre dans tous les domaines, et en particulier même dans le domaine perceptif. On croit toujours que l'apprentissage concerne des fonctions complexes, comme le calcul, comme la lecture, comme l'écriture, mais pas du tout en fait. L'enfant va devoir apprendre à percevoir, il va devoir apprendre à différencier la vision de l'audition, du toucher, il va devoir apprendre à discriminer tous ses sens. Il va devoir apprendre à effectuer des actions, il va devoir apprendre évidemment à parler, à reconnaître le langage, il va devoir apprendre à se repérer dans l'espace, à localiser des objets dans l'espace. On peut aussi apprendre dans le domaine de l'art. Par exemple, vous savez sans doute qu'à l'époque où les impressionnistes sont arrivés, ont émergé, le public ne comprenait même pas ce qu'il y avait à voir dans les tableaux. Les spectateurs ne voyaient même pas les formes, tellement ils étaient habitués à une représentation figurative. Et puis, on peut apprendre à raisonner, on peut apprendre des procédures, on peut apprendre les interactions sociales et ainsi de suite. Alors, on va faire une petite expérience pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire d'être en train d'apprendre à voir et pour que je vous montre aussi en même temps qu'on peut apprendre à voir à tout âge. Donc, je vous laisse regarder cette image pendant quelques secondes, pas plus. Juste pour que vous essayiez de vous demander ce qu'il y a sur ce tableau, qui est un tableau de 2 gars, qui s'appelle Côte escarpée. Vous voyez sans doute pourquoi. Très probablement, alors je regarde si des gens écrivent des messages dans la conversation. Donc, si vous regardez ce tableau, j'imagine que vous voyez tous à peu près la même chose, mais je vous laisse regarder. Vous explorez bien partout parce qu'après, il sera trop tard quand je vous montrerai
ce qu'il y a d'autre à voir. Alors, j'imagine que vous voyez tous un paysage avec une colline, donc une côte, la mer à droite, le ciel en haut. J'imagine que tout le monde voit à peu près ça. Et en réalité, je vais vous montrer. Voilà, j'ai tourné le tableau à gauche pour que vous voyez qu'en réalité, deux gars avaient peint ce nu, cette baigneuse, en fait, cette femme à la toilette. Et si vous regardez bien, en fait, cette femme, elle est ici. Donc, on voit ses jambes à gauche, son torse, sa poitrine, son visage et ses cheveux. Et donc, on ne sait pas pourquoi deux gars a caché cette femme dans ce tableau. Il y a très peu d'écrits sur le sujet. On ne sait pas si c'était une commande d'un client. On ne sait pas si il a voulu lui-même, à l'insu des spectateurs, cacher cette femme qu'il avait peinte dans ce tableau, dans l'autre tableau auparavant. Toujours est-il que maintenant que vous avez appris à la voir, j'imagine que maintenant que je vous montre le tableau à la même échelle, vous la voyez distinctement. Et pourtant, on n'a rien changé à vos yeux, on n'a rien changé à votre correction visuelle. Je vous ai juste appris à voir cette femme dans ce tableau. Tout ça pour vous dire qu'à chaque moment, on peut apprendre dans toutes les modalités, y compris dans la vision. Jusqu'à la fin de notre vie, on peut apprendre à voir. Et c'est très important de comprendre qu'on apprend aussi dans le domaine de la perception, tout simplement parce que on ne peut percevoir que ce qu'on a appris à percevoir. Et donc, vous voyez, même dans le domaine de la perception, on ne perçoit que ce qu'on a appris. Il y a une forme d'apprentissage et on est aveugle à tout ce qu'on n'a pas appris à percevoir. Parce que ce qu'on a fait là dans la vision vaut pour tous les domaines de la cognition. Alors, regardez, on va faire une autre petite expérience. Maintenant que vous avez compris le jeu, si je vous montre cette photo, est-ce que vous arrivez maintenant à voir quelque chose d'autre que des feuilles mortes? Donc, je vous laisse regarder quelques secondes. J'imagine que vous voyez des feuilles mortes au sol. Voilà, alors, je vous montre. Et en réalité, vous voyez, on a tracé sur l'image de gauche un visage avec un chapeau et un torse. Et maintenant, si vous allez regarder à droite, vous allez peut-être le deviner. Maintenant que vous savez où est-ce que vous pouvez aller regarder quelque chose, vous voyez peut-être le chapeau, le visage et le torse. Donc, je vous laisse 2-3 secondes pour le voir. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que maintenant que vous avez appris à le voir et que vous le voyez distinctement, vous voyez, il y a autre chose que vous n'avez peut-être pas vu, qui est là. Donc, vous voyez peut-être la photo d'un vrai visage. Et là, ce que je veux vous montrer par là, c'est que même si vous étiez en train de faire attention à cette image, même si vous avez appris à voir donc ce visage avec ce chapeau, ce torse, vous voyez le rôle très important aussi de l'attention dans la perception et dans cet apprentissage perceptif, parce que tant que je n'ai pas indicé votre attention vers quelque chose d'autre qu'il y avait à voir, vous auriez pu ne jamais le voir. Alors qu'en réalité, maintenant que j'ai indicé cette forme, et vous la voyez très bien entourée en rouge, maintenant quand je vais vous montrer ça, vous allez peut-être voir les deux, mais si je n'avais pas indicé ce visage, vous l'auriez peut-être jamais vu. Donc là, ça nous amène à parler du rôle de l'attention dans les apprentissages, dont on va reparler un petit peu. Donc, juste quelques mots sur le fait qu'on peut apprendre de différentes façons. Donc, on peut apprendre, cet apprentissage, il peut être conscient. Donc, vous êtes tout à fait conscient, par exemple là, je vous ai montré ce qu'il y avait à apprendre et cet apprentissage, vous l'avez fait consciemment. Mais peut-être que vous auriez pu regarder cette image plusieurs fois et peut-être que vous auriez pu apprendre de manière non consciente qu'il y avait quelque chose. Donc l'apprentissage n'est pas forcément conscient. On peut apprendre sans en avoir conscience et on peut apprendre donc de manière totalement implicite. Alors comment on sait ça? On sait ça grâce aux études sur les patients amnésiques. Donc des patients amnésiques peuvent avoir perdu leur capacité mnésique, mais malgré tout peuvent apprendre sans en avoir conscience. Alors, je vous donne un exemple. Il y avait une patiente très célèbre
qui était totalement amnésique. Et tous les matins, son neurologue lui serrait la main en lui piquant la main avec une aiguille. Et donc, à chaque fois qu'elle lui serrait la main, elle se piquait. Mais malgré tout, chaque matin, quand il arrivait et qu'il lui demandait « Est-ce qu'on se connaît ?» elle disait « Non, je ne vous ai jamais vu » parce qu'elle avait un trouble massif de la mémoire. Sauf qu'au bout de quelques jours, quand il s'approchait pour lui serrer la main, elle refusait de lui serrer la main. Et quand il lui demandait pourquoi, elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Parce que consciemment, elle n'était pas capable d'expliquer qu'elle avait mémorisé que si elle lui serrait la main, il allait la piquer. Mais par contre, inconsciemment, de manière implicite, son cerveau avait stocké cette information de la piqûre récurrente et du fait qu'il fallait surtout pas serrer la main à ce monsieur. Donc, depuis cette époque, on a réussi à différencier la notion d'apprentissage de la notion de mémoire. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un trouble de la mémoire, mais être capable d'apprendre malgré tout de manière non consciente. Et d'ailleurs, chez les patients amnésiques, le meilleur moyen de continuer à leur apprendre des choses, c'est d'utiliser cette voie inconsciente, implicite, quasiment automatique, irrépressible, pour leur faire apprendre des choses. Et donc, c'est une piste qui est extrêmement intéressante en clinique d'utiliser ces processus non conscients. De la même manière, on peut apprendre de manière incidente, c'est-à-dire que si je suis en train d'observer quelqu'un qui fait quelque chose, ben je vais peut-être apprendre à le faire simplement en le regardant. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage incident, c'est-à-dire qu'à mon insu, sans qu'on m'enseigne la tâche à moi-même, je vais apprendre ça, ce processus. C'est ce qu'on explique parfois chez les enfants qui apprennent à lire tout seuls en regardant les autres lire et en comprenant le code qui permet d'associer un symbole écrit à un son, d'accord, au phonème oral. On peut aussi apprendre avec effort et sans effort. Donc, sachez que l'apprentissage ne se fait pas forcément avec effort. On est tout à fait capable d'apprendre des choses sans effort du tout, par le plaisir, simplement en regardant, en s'amusant, en imitant. Et donc, qui dit apprentissage ne dit pas forcément effort. Et puis enfin, c'est très important de se souvenir que on a une étape qu'on appelle métacognitive qui nous permet d'analyser la façon dont on apprend et de pouvoir de mieux en mieux apprendre à apprendre. Et donc, chez l'enfant, au cours de ces années d'enseignement, d'éducation, il ne s'agit pas simplement d'apprendre, mais il s'agit aussi d'apprendre à apprendre. Et donc, on a des enfants, en particulier les enfants précoces, et vous aurez peut-être des questions là-dessus, qu'on appelle aussi les enfants à haut potentiel, qui sont des enfants qui ont des capacités mnésiques tout à fait intègres, de bonne qualité, mais qui ne savent pas apprendre, qui n'ont pas appris à apprendre, parce qu'ils ont appris souvent sans effort, de manière automatique, à leur insu. Et donc, lorsqu'il s'agit d'apprendre volontairement, ben, ils ne savent pas comment faire pour mobiliser ces capacités de manière volontaire. Donc, quand on est en situation d'apprentissage, c'est important de pouvoir apprendre, mais c'est important aussi de savoir comment on apprend. Donc ensuite, quelques mots sur le fait qu'on apprend tout au long de la vie. Donc, on sait depuis les années 70-80 qu'on a un mécanisme qui est très à la mode, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qu'on connaît quand même depuis longtemps, qui est la plasticité cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire la plasticité cérébrale? Ça veut dire que le cerveau se modifie, est dynamique, il est plastique et il se modifie en fonction de l'expérience tout au long de la vie. Avant, on pensait que le cerveau n'était plastique que dans la toute petite enfance. Alors, on disait, entre 0 et 3-4 ans, le cerveau se modifie très facilement. Puis ensuite, on a dit jusqu'à 6 ans. Puis ensuite, on a dit jusqu'à 15 ans. Puis ensuite, on a dit jusqu'à 18, 20, 25 ans. Et maintenant, on sait qu'en réalité, le cerveau est plastique tout au long de la vie. Par exemple, tout à l'heure, quand vous avez appris à voir cette femme nue dans le tableau de Degas, ben, votre cerveau, il a créé en quelque sorte une nouvelle connexion, il s'est modifié, et la prochaine fois que vous verrez ce tableau, ben, cette connexion qui s'est créée vous permettra peut-être de reconnaître cette femme. Donc, ces travaux sur la plasticité, on les doit énormément à des travaux sur des patients
qui ont montré qu'après une lésion, qu'on appelle soit périphérique, c'est-à-dire des yeux, des oreilles, des mains, des organes récepteurs périphériques, soit après une lésion centrale, corticale, le cerveau pouvait se réorganiser. Donc, je vous donne un exemple. Si on a une lésion sur la rétine, on sait que dans les 4 heures qui suivent, les neurones dans notre cortex visuel qui sont censés gérer les informations en provenance de cette région de la rétine vont se mettre à faire autre chose dans les 4 heures qui suivent. Parce que ces neurones ne recevront plus d'informations de cette partie de la rétine qui est lésée, ils vont se consacrer à d'autres parties de la rétine qui, elles, continuent à envoyer des informations. Donc ce phénomène de plasticité cérébrale, il est extrêmement rapide dès qu'il y a une modification, soit au niveau des organes récepteurs, soit même au niveau cérébral, soit une nouvelle expérience, les neurones en charge de cette fonction vont se modifier dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivent. Par contre, il ne faut pas croire que cette plasticité, elle n'est que positive. On a fait croire aux gens que quand on avait une lésion, le cerveau, hop, se réorganisait tout seul et qu'on récupérait de la lésion. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Il y a une plasticité qu'on appelle adaptative qui va aider le cerveau à se sortir de cette situation si on a une lésion. Mais il y a aussi des phénomènes de plasticité mal adaptative. C'est-à-dire qu'une lésion peut à la fois déclencher des phénomènes de réorganisation positive, mais à la fois peut léser le fonctionnement, peut déranger le fonctionnement d'autres régions à distance, simplement parce que ces régions étaient connectées. Et donc, la plasticité, ça peut être en même temps positif et en même temps négatif. Mais de plus en plus, donc on a dit qu'il n'y avait pas de nouveaux neurones après 25 ans qui poussaient et qu'on perdait des neurones, mais en réalité, on sait que dans certaines régions, par exemple dans l'hippocampe, dans les régions qui sont impliquées dans la mémoire, on peut avoir encore des différenciations de neurones, et on sait qu'après une lésion, on peut même avoir de nouvelles synapses, des axones qui repoussent un petit peu, et il y a même des gens qui travaillent actuellement à des traitements qui pourraient favoriser la repousse des axones pour former de nouvelles connexions après une lésion cérébrale. Tout ça pour dire que le cerveau n'est jamais stable. Tout au long de la vie, jusqu'à notre dernier souffle, il va se modifier. Il va se modifier en fonction des expériences. Et quand on dit expérience, c'est expérience au sens large. Donc, c'est les accidents, les apprentissages, les stimulations, les médicaments qu'on prend, les drogues, l'alcool. Toute stimulation du milieu extérieur, toute expérience va modifier le cerveau. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'on a pu montrer que même chez l'adulte, le cerveau se modifie, y compris de manière morphologique. Donc, dans sa forme et dans sa façon de travailler, donc même fonctionnellement, le cerveau va se modifier. Et il y a eu des expériences très célèbres sur la musique. Par exemple, si des adultes, pendant plusieurs semaines, ont un entraînement intensif au violon, on va voir dans leur cerveau un certain nombre de régions cérébrales se modifier, y compris par exemple le mouvement des doigts, vous voyez, sur le violon, parce qu'ils ont cet entraînement intensif qui modifie les aires qui sont impliquées dans les mouvements fins et précis qui correspondent au fait de jouer du violon. Donc évidemment, ce concept de plasticité, il est très important pour toutes les activités qu'on a et aussi pour les thérapies. Donc même si les psychanalystes sont très loin de ces études, en réalité, toute thérapie, une psychanalyse, une thérapie cognitive comportementale, une rééducation, un entraînement, de la méditation, enfin toute activité que vous faites, qu'elle soit cognitive ou plus sensorielle ou motrice, est susceptible de modifier votre cerveau, et cela à tout âge. Ce qui veut dire qu'il y a même un intérêt, vous voyez, à apprendre une nouvelle langue à 75 ans ou à se lancer dans l'utilisation de nouveaux outils, bricoler, coudre, peu importe. Toutes ces activités, quel que soit l'âge auquel elles sont commencées, vont modifier le cerveau.
Alors, évidemment, il y a des prérequis aux apprentissages. On va en dire un petit mot, comme l'attention, la mémoire, la motivation, le plaisir, l'humour, les interactions sociales, l'alimentation, le fait d'être disponible intellectuellement, de ne pas être préoccupé, et donc des facteurs psychologiques, etc. Donc, on va dire un petit mot juste des facteurs que j'ai soulignés en bleu. Alors, un petit mot sur l'attention. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai orienté votre attention sur l'image vers le visage, vous avez réussi à détecter ce visage que vous n'auriez peut-être pas vu. Donc, on a ce processus magique qui s'appelle l'attention, et en particulier l'attention sélective. Donc, pour que vous compreniez bien, à chaque instant, notre système nerveux est envahi par des milliers d'informations sensorielles. Quand je dis des milliers, c'est vraiment des milliers. Donc, par exemple, au moment où je vous parle, vous avez aussi des informations sur la température de votre corps, sur les battements de votre cœur, sur ce que vous voyez, sur le contact du sol sous vos pieds, sur l'étiquette dans le dos derrière votre pull, sur les bruits dans la rue, bref, des milliers d'informations. Sauf que tant que je ne vous en parle pas, vous n'en prenez pas conscience parce que l'attention est là pour les filtrer. Et donc, au moment où je vous parle, votre attention fait en sorte d'éliminer toutes les informations qui pourraient être des distracteurs, qui pourraient vous détourner de ce que je suis en train de dire. Et votre attention, normalement, si elle marche bien, elle va laisser passer uniquement ma voix pour que vous puissiez m'écouter et faire abstraction de tout le reste. Donc, l'attention sélective, c'est un filtre qui vous permet de ne traiter qu'une information à la fois et de la traiter avec du sens, correctement, pour que ça puisse aller jusqu'à la mémorisation, la compréhension, le raisonnement. Le problème, c'est que dans nos vies actuelles, on traite 1000 informations en même temps. On est dans des situations d'attention divisée. Et vous voyez, c'est le petit schéma que vous voyez en bas. On se transforme en machine à traiter plein de choses à la fois, sauf qu'en réalité, on ne peut pas faire ça. Parce que les seules situations dans lesquelles on peut partager son attention, c'est des situations où ces tâches sont totalement automatisées. Donc, par exemple, vous pouvez marcher et parler en même temps, parce que la marche et la parole sont des activités automatiques. Vous n'avez pas besoin de penser à ce que vous allez devoir faire si vous devez articuler tel mot, ou vous ne devez pas penser à comment mettre un pied devant l'autre. Par contre, si soudain il se met à neiger, que le sol est verglacé et que vous êtes en talons aiguilles, alors à ce moment-là, la marche va se désautomatiser. Vous allez devoir prendre toute votre attention pour marcher sur ce sol verglacé avec vos talons aiguilles et vous ne pourrez pas parler en même temps. D'accord ? Et donc, le danger actuellement, c'est qu'on fait en parallèle un grand nombre d'activités qui pourtant nécessitent de l'attention. Et donc, on divise notre attention entre toutes ces tâches, ce qui n'est pas possible parce que le principe même de l'attention sélective, c'est de faire attention à une chose à la fois pour pouvoir la traiter correctement. Donc, du coup, ça a des implications dans la vie de tous les jours qui sont d'apprendre à distinguer une cible et des distracteurs pour pouvoir inhiber les distracteurs et se consacrer à la cible, apprendre à se focaliser sur une tâche parce qu'on a perdu l'habitude de se focaliser sur une tâche et notre attention elle est complètement dispersée, ce qui est épuisant. Et puis, d'un autre côté, évidemment, on va automatiser tout ce qui peut l'être. Donc, je prends le cas d'un enfant. Si un enfant a du mal à lire, sa lecture n'est pas automatisée, du coup, elle prend toute son attention. Et comme elle prend toute son attention, il ne peut rien faire en même temps. Il ne peut même pas comprendre ce qu'il est en train de déchiffrer, parce que le déchiffrage prend toute son attention. Donc, à part ça, pour pouvoir conserver ses capacités attentionnelles, il faut pouvoir faire des pauses avant de ne plus avoir de ressources attentionnelles. Et faire des pauses, ça veut dire se détacher complètement de ce qu'on est en train de faire. Il faut rire, il faut laisser son esprit vagabonder, il faut discuter avec quelqu'un, il faut aller se promener. À titre d'exemple, sachez que 30 minutes de promenade dans un environnement naturel permet de récupérer ses capacités attentionnelles et sa mémoire quand on est au bout de ses capacités. Alors, on va dire un mot de la mémoire, puisqu'on parle des apprentissages. Donc, la mémoire, elle est gérée par un circuit qui est aussi impliqué dans la motivation, dans les émotions, dans l'attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on mémorise d'autant mieux qu'on est concerné, qu'on est motivé
par l'information à mémoriser, ou qu'on fait attention, ou que cette information est associée à des émotions. Et on sait bien, par exemple, qu'un enfant retient beaucoup mieux en riant que s'il n'a pas d'émotion, parce que l'émotion va activer le même circuit que le circuit de la mémoire. Donc, pour bien mémoriser, il faut encoder, donc percevoir, puis stocker, puis rappeler. Et évidemment, tout ça à la demande, parce qu'au moment où on cherche une information, il faut qu'elle arrive exactement au moment où on la rappelle. Pour faire ça, on a donc ce circuit, on encode, on stocke, on rappelle. Et ce qu'on sait depuis quelque temps, c'est qu'au moment où on rappelle, et c'est les flèches rouges que je vous ai figurées, on repasse par tout le circuit d'encodage, de stockage et de rappel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez chercher une trace dans votre mémoire, un souvenir, vous faites la même chose que si vous le réappreniez. Et donc ça, c'est très important parce qu'on conseille toujours, du coup, aux élèves et aux étudiants et aux adultes qui ont besoin d'apprendre, on leur conseille toujours d'apprendre une fois et de se tester 10 fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils vont se tester, ils vont refaire tout le circuit. Alors que s'ils essayent d'apprendre plusieurs fois, alors ils risqueraient par exemple d'encoder 10 fois, mais pas forcément de stocker et de rappeler. Alors que le rappel, lui, va réactiver toute la boucle. Et on a l'habitude de dire que c'est le rappel qui finalement constitue une route qui est de plus en plus large, goudronnée, de bonne qualité pour aller chercher le souvenir. Donc, on dit qu'à chaque fois que vous rappelez un souvenir, que vous allez le chercher, en fait, c'est comme si vous passiez dans un champ, vous voyez, dans un grand champ de maïs, et que vous traciez votre route. Et donc, plus vous allez rappeler le souvenir, plus la route va être large et de bonne qualité, et vous passez d'un petit chemin dans un grand champ de maïs que vous êtes en train de défricher à une autoroute bien goudronnée qui vous permet de rouler à 120 km/h. Et donc, c'est pour ça que plus on rappelle une trace, plus elle est facile à rappeler, moins on va la chercher, plus on aura de difficultés à aller la chercher. Donc, pour avoir une bonne mémoire, il faut avoir un sommeil de bonne qualité. Ça, c'est extrêmement important. Du coup, qui dit sommeil dit aussi attention aux écrans, qui nous empêche d'une part d'avoir un sommeil de bonne qualité, puisque vous savez que la lumière bleue émise par les écrans va venir gêner le métabolisme de la mélatonine, qui est essentielle pour le sommeil. Et puis aussi, à force d'utiliser des écrans et de déléguer notre mémoire à des outils dits intelligents, ben, on n'utilise plus notre propre mémoire. Donc, à chaque fois que vous décidez d'aller chercher un numéro de téléphone dans votre téléphone plutôt que d'y penser, ou un code pour une porte, ou le nom de quelqu'un, ou que vous décidez, vous avez dû remarquer en ce moment qu'à chaque fois que vous êtes devant à une cérémonie ou devant un point de vue magnifique, au lieu de regarder, vous avez une nuée d'écrans et les gens regardent avec leur téléphone et ils immortalisent la scène, pensant du coup que, déléguant leur mémoire visuelle à leur téléphone, alors qu'on a nous-mêmes une mémoire visuelle qu'on peut utiliser pour mémoriser ces scènes et aller les rechercher. Et sachez que de plus en plus, il y a des plaintes vraiment mnésiques chez les sujets jeunes et on a de plus en plus dans les consultations mémoire des sujets, des adolescents, des jeunes adultes qui viennent consulter pour des troubles de la mémoire qui sont sans doute dus à un tas de facteurs cumulés. Donc, le manque de sommeil, le fait qu'ils sont tout le temps dans une situation d'attention divisée, mais aussi l'utilisation de tous ces écrans et cette façon de déléguer leur mémoire à des outils plutôt que d'utiliser leur propre mémoire. Donc, ensuite, un mot sur la motivation, qui est le moteur des apprentissages. Donc, c'est très important en termes éducatifs, parce que, je vous l'ai dit, le circuit de la motivation, il est superposé au circuit de l'attention et au circuit de la mémoire. Et donc, du coup, si vous utilisez du matériel motivant pour travailler avec des enfants, vous êtes déjà en train d'activer le circuit de l'attention et le circuit de la mémoire. Donc, le plaisir, comme la motivation, peuvent être à l'origine des apprentissages et le produit des apprentissages, parce que ça peut être plus facile d'apprendre avec du plaisir, mais ensuite, apprendre
va aussi procurer du plaisir. De la même façon, l'humour, l'altruisme, le jeu, les interactions sociales sont des facteurs qui, tous ensemble, réduisent le stress, augmentent le niveau d'attention et améliorent les capacités mnésiques. Il faut aussi, forcément chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes, préserver ce qu'on appelle le goût de l'effort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parle de apprendre à apprendre. Il y a des situations où apprendre, c'est difficile. On n'est pas toujours dans une situation d'apprentissage sans effort. Et il faut être capable d'apprendre avec effort. Et il faut surtout savoir comment apprendre avec effort. Donc, par exemple, quand les enfants doivent apprendre des récitations, des poésies en classe, c'est ça ce qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler l'apprentissage de l'apprentissage avec effort, en fait. Et donc, c'est très important pour des enfants de conserver ce goût de l'effort parce que, par exemple, dans le cas des enfants précoces, on a une difficulté chez ces enfants à mobiliser l'effort au moment des apprentissages. Évidemment, il faut avoir une bonne curiosité intellectuelle et pour conserver la motivation. Et puis, on sait aussi donc que de la même manière qu'on va apprendre à apprendre et que c'est crucial pour maîtriser ses capacités, on peut aussi expliquer aux enfants qu'apprendre dans un but de faire quelque chose ou apprendre à quelqu'un, ça va aussi permettre de mieux maîtriser ses capacités d'apprentissage. Et puis enfin, on connaît le rôle du feedback. Donc, on sait que le feedback positif qui pourrait venir de l'enseignant ou des cours ou de l'environnement va être extrêmement important et va favoriser tous ces mécanismes. Donc ensuite, on va dire un mot des troubles de l'apprentissage. Donc vous vous souvenez de ce schéma tout à l'heure où je vous ai dit les apprentissages sont finalement la conséquence des acquisitions et elles-mêmes sont sous la dépendance de tous ces facteurs. Et ben de la même façon, quand on a un trouble des apprentissages, il va falloir s'interroger sur ce qui peut bien être troublé en amont. Est-ce que ce sont des acquisitions qui se sont mal faites? Donc, on sait par exemple qu'on va avoir du mal à apprendre à lire si on a eu du mal à apprendre à parler en termes d'acquisition avant. Mais on sait qu'on va avoir du mal à apprendre à lire aussi si on a eu du mal à apprendre à voir et à reconnaître les lettres, puisque la lecture, c'est à la fois de la vision et du langage. Mais ces troubles des acquisitions, du langage ou de la vision, eux-mêmes peuvent être la conséquence de facteurs cognitifs, neurobiologiques, psychologiques ou culturels. Tout ça pour vous dire que quand on dit qu'un enfant a des troubles des apprentissages, ça ne dit rien de l'origine, de la cause de ces difficultés. Alors, ce qui est très important dans le domaine des troubles des apprentissages, c'est de bien différencier ce qu'on pourrait appeler la gêne de ce qu'on pourrait appeler un trouble. Donc, la gêne, c'est la difficulté à réaliser une tâche. Imaginons que je sois gênée pour lire, pour apprendre à lire. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on peut être gêné pour lire ou pour apprendre à lire sans pour autant avoir un trouble de la lecture. Je m'explique. Imaginons qu'un enfant n'arrive pas à lire la phrase que j'ai écrite, vous voyez en dessous, il était une Ah voilà, ça y est, c'est revenu. Voilà. Est-ce que je vais repartager mon écran parce que j'ai dû vous perdre pendant un petit moment.
Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? On va Oui, dire que oui. OK. oui, oui, c'est bon. OK. Donc, j'étais en train de vous dire on peut donc avoir un trouble de la lecture. On peut être gêné en lecture, on peut être gêné pour apprendre à lire, sans pour autant avoir un trouble pur de la lecture. On peut donc être gêné en lecture sans être dyslexique, parce qu'on a un trouble neurovisuel ou parce qu'on a un trouble du langage. Donc la gêne dans une tâche ne dit rien du trouble sous-jacent. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire cette distinction entre gêne et trouble et comment on fait cette distinction? Donc, à chaque fois qu'on va avoir un trouble des apprentissages, on va devoir faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un interrogatoire très détaillé pour pouvoir comprendre quelle est l'origine du problème, ce qui s'est passé dans l'histoire de l'enfant. Est-ce qu'il y a eu des événements neurologiques? Est-ce qu'il y a eu des antécédents médicaux? Est-ce qu'il y a eu des problèmes psychologiques? Est-ce qu'il y a eu voilà, des accidents de vie? Peu importe. On va devoir faire toute l'histoire depuis la grossesse jusqu'au moment où on voit l'enfant. Et on va devoir donc distinguer, vraiment définir les tâches qui sont difficiles, voire impossibles. On va devoir identifier le ou les processus déficitaires. Est-ce que c'est verbal? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est attentionnel? Est-ce que c'est mnésique? Et ainsi de suite. C'est seulement en identifiant ces processus déficitaires qu'on pourra mettre en place une prise en charge adaptée et qu'on pourra ensuite faire une évaluation dynamique de la récupération et pouvoir adapter la prise en charge à la récupération. Dans le domaine donc, de l'approche neuropsychologique des troubles des apprentissages, on va toujours tenter de restaurer et on ne va pas commencer par des béquilles, par de la compensation. On est vraiment dans la restauration. Et si on ne peut pas restaurer, alors on tentera de compenser. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre en place des adaptations à l'école ou pour apprendre, mais on sera toujours d'abord dans la restauration. Alors, ce diagnostic neuropsychologique, il est extrêmement important parce que c'est très important de reconnaître les troubles et de reconnaître l'origine de ces troubles, ce qu'on appelle l'étiologie, par l'enfant. Donc, il faut qu'il puisse le reconnaître. Donc, il y a une reconnaissance par la famille, par les pairs, par l'école et par les cliniciens. Il faut que l'ensemble des personnes autour de l'enfant, y compris l'enfant, et une reconnaissance du trouble et de son origine, pour que l'enfant soit vraiment considéré, pris pour ce qu'il est. Et donc ensuite, la rééducation ne va pas se limiter au trouble le plus visible. Vous avez bien compris que si on met en place une rééducation pour une dyslexie alors que l'enfant n'est pas dyslexique, mais qu'il est gêné pour lire pour une autre raison, ben on ferait fausse route et on embarquerait l'enfant pour une rééducation qui n'aurait pas d'intérêt et qui conduirait simplement l'enfant à perdre confiance dans ces prises en charge qui sont mises en place. Donc c'est très important de pouvoir réinterpréter le déficit à l'aune vraiment de ce diagnostic neuropsychologique pour pouvoir mettre en place la rééducation la plus adaptée. Alors, je vais conclure sur ces 3 points. Donc, souvenez-vous qu'en termes d'apprentissage, les processus cognitifs sont loin d'être conscients et la plupart de nos processus cognitifs ne sont pas conscients. Et heureusement qu'ils ne sont pas conscients parce que c'est ce qui nous permet d'être très rapide, d'avoir des automatismes, d'être très efficace. Si on devait réfléchir à notre façon de percevoir, d'encoder, de stocker, de rappeler, on ne pourrait jamais faire tout ce qu'on fait. Donc, à l'inverse, quand un enfant ou un adulte a du mal à apprendre, on ne va pas être sans cesse en train de lui dire « fais attention » volontairement, ou « retiens ceci » ou « rappelle cela », parce que tous ces processus, ils sont faits pour être automatiques et pas contrôlés. Donc, notre travail, c'est de restaurer ces automatismes. Par ailleurs, retenez bien qu'en permanence, notre cerveau est en activité, et ça de manière intense. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'en parler là, mais même quand votre esprit s'échappe, même quand vous rêvez, même quand vos pensées flottent, vagabondent toutes seules, librement, vous activez dans votre cerveau les mêmes régions que quand vous faites attention, quand vous êtes en train de résoudre un problème, quand vous faites une tâche cognitive très complexe. Donc, il faut arrêter de penser
que quand notre cerveau n'est pas focalisé sur une tâche cognitive complexe, il ne travaille pas. Il travaille en permanence et souvent de la même manière que quand on est engagé dans une tâche complexe. D'ailleurs, on dit que le vagabondage mental, c'est une forme de mémoire non contrainte parce qu'on a tous ces souvenirs qui arrivent en tête, on se projette dans l'avenir, on fait des plans, on met ensemble des souvenirs et des choses qui vont arriver. Et c'est la même activité que lorsqu'on est en train d'évoquer un souvenir qu'on a appris, par exemple. Et puis enfin, c'est un enjeu très important de comprendre et de savoir utiliser au mieux la neurodiversité, que ce soit à l'école, en entreprise, dans la famille, avec ses amis. Donc nos cerveaux sont différents, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Si je vous demande, par exemple, comment vous faites 10 avec, en faisant une addition, certains vont dire 9 plus 1, certains vont dire 5 plus 5, certains vont dire 7 plus 3. Et on aura tous des façons différentes d'arriver à 10, mais on aura tous raison. Et donc, il faut arrêter d'imaginer qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, entre telle ou telle catégorie. On a des différences entre chaque cerveau et même on a des différences intra-individuelles, c'est-à-dire que mon cerveau ne fonctionne pas de la même manière à chaque instant. Et là, je ne parle pas de la neurodiversité version trouble, je parle vraiment de la neurodiversité même à l'état typique. Et donc, je finirai en vous disant que voilà, récemment, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Une journée dans le cerveau d'Anna, où j'ai essayé de décrypter et d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau au quotidien, à notre insu, sous forme d'une histoire que je raconte, d'un récit, mais tout en renvoyant à des vraies recherches qui ont été réalisées dans le domaine. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'à chaque instant, que vous soyez investi dans des tâches très complexes comme la résolution de problèmes, la prise de décision, ou que vous soyez investi, par exemple, dans des tâches beaucoup plus légères, a priori, comme l'humour ou comme le fait de faire du bien, l'altruisme ou autre chose, ce qui est très important, c'est que vous activez dans ces différentes situations les mêmes régions de votre cerveau. Et donc, du coup, vous ne perdez pas votre temps quand vous êtes engagé dans des interactions sociales ou quand vous êtes en train de rire à une blague que quelqu'un vous a faite ou quand vous êtes en train de laisser votre esprit vagabonder ou quand vous êtes en train d'observer des tableaux. Finalement, dans toutes ces tâches, vous activez les mêmes régions et des processus très proches de ce que vous activez quand vous êtes en train de faire des tâches qui vous semblent beaucoup plus cognitives ou beaucoup plus sérieuses. Donc, mon message, c'est d'une part de connaître le mieux possible finalement le fonctionnement de notre cerveau pour pouvoir s'en servir le mieux possible et finalement être un allié de notre fonctionnement cognitif. Donc je vous ai mis en bas à droite et on peut laisser du coup la diapo pour que vous ayez le temps de noter le lien vers notre site où vous trouverez plein de ressources sur ce qu'on fait en recherche ou en clinique, et mon mail pour les gens qui auraient des questions cliniques, parce que là, dans les questions, on ne va pas aborder des cas personnels cliniques parce que ce n'est pas le lieu, mais pour ceux qui auraient des questions cliniques sur des patients ou d'autres questions, vous pouvez m'envoyer directement un mail. Voilà, je vous remercie.